Tu n'y vas pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Ouais, mais voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vélo podcast spécial classique. On va faire le bilan un peu de cette année 2024 dans les courses d'un jour. On a fait le bilan au niveau des grands tours et pour m'accompagner aujourd'hui, Étienne Gourceau de l'ICO du Sport est avec moi. Salut Étienne. Salut Guillaume, écoute, je te remercie pour ton invitation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de discuter de la petite reine ensemble. C'est avec un grand plaisir que je participe à ton podcast aujourd'hui. Je te remercie Étienne, encore une fois, d'être avec moi. On a parlé des grands tours la dernière fois. Là, on parle des classiques. Il y a un nom qui va revenir forcément encore dans ce podcast des classiques. D'ailleurs, on aura Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin en seconde partie pour parler de la saison femme des classiques qui a été très disputée. Chez les hommes, le nom qui revient encore une fois, c'est Tadej Pogačar. Deux monuments plus les championnats du monde. À chaque fois, il a vraiment écrasé les courses auxquelles il a participé, victoire en solitaire sur les 3 courses qu'on a évoquées. C'est vrai que avec le recul, là, je vois vraiment pas qui aurait pu le battre sur une des 3 courses. Et je pense que la réponse, c'est vraiment personne. Tu considères, on va poser la question tout à l'heure chez les femmes aussi, est-ce que tu considères, toi, les mondiaux comme une classique, comme un monument ? Parce que dans le débat dont on va parler dans quelques instants avec les 2 grands hommes de la saison au niveau des classiques que sont Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel, si tu intègres les mondiaux dans ce débat, je vais pas dire que ça le règle, mais pratiquement. J'ai envie de te dire que ça n'a pas forcément tout le temps été le cas, dans la mesure où c'était quand même réservé qu'à une certaine catégorie de coureurs. Là, on est quand même dans un cyclisme où n'importe qui peut quasiment gagner n'importe quoi. Bon, Van Der Poel peut pas gagner le Tour de France, mais on voit que les championnats du monde ont attiré des coureurs comme Pogačar, qui de base étaient des coureurs à étapes, au tout début de carrière du moins. Idem pour Remco Evenepoel, qui a quand même déjà été champion du monde. Et ça fait des coureurs qui, finalement, se diversifient. Et on se retrouve avec des championnats du monde où tous les plus grands coureurs qui pouvaient y participer, parce que malheureusement, Wout van Aert a été out, tous ceux qui pouvaient participer y étaient. Donc à partir de là, qu'est-ce qui peut différencier un championnat du monde d'un monument à partir du moment où il y a tous les meilleurs coureurs qui y sont, qu'on ait une course qui fait 260-270 km à l'usure, à l'ancienne un peu. Pour moi, c'est presque un 6e monument quelque part. Après, est-ce que la différence, est-ce que le fait de ne pas mettre les mondiaux dans la catégorie des classiques et de le garder comme une course à part peut aussi résulter du fait que les équipes ne sont pas composées de la même manière, que Tadej Pogačar n'a pas son armada autour de lui pour les championnats du monde, que Mathieu Van Der Poel a peut-être une équipe un peu plus forte autour de lui dans la sélection des Pays-Bas plutôt que par exemple dans son équipe Alpecin de Koenig. Est-ce que tu penses que ça a un rapport? Après, si je peux me permettre, autant Pogačar sur le Tour de France et un petit peu sur le Giro, il avait une équipe qui était vraiment sensationnelle. Autant sur les monuments, il n'a pas eu, peut-être un peu plus sur le Lombardie quand même, mais il n'a pas eu non plus une équipe si folle autour de lui. Du moins, c'était pas forcément lui qui avait la meilleure équipe. Et ça l'a pas empêché de gagner à chaque fois en solitaire, en partant où il veut, quand il voulait. Bon, si je pose la question, c'est parce que quand on fait le bilan de cette saison, moi, si on excluait les mondiaux des classiques, je t'aurais dit que l'homme de l'année dans les classiques, c'était Mathieu Van Der Poel. C'est Mathieu Van Der Poel en 2024, parce que du moment où il fait le doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix, qui est pour moi plus difficile à réaliser que le doublé Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie qu'a réalisé Pogačar, et que Mathieu Van Der Poel a donné Milan-San Remo à Jasper Philipsen, que Mathieu Van Der Poel a été celui qui a empêché Pogačar de gagner Milan-San Remo et a donné ensuite à travailler pour Jasper Philipsen à San Remo. Pour moi, l'homme de l'année au niveau des classiques, c'était Mathieu Van Der Poel. Est-ce que tu as cette même analyse? Je suis assez d'accord avec toi parce que en plus, il a réalisé le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix et il a gagné ces 2 courses lui aussi très largement en solitaire sur des courses où en fait il a rendu
quasiment à néant la partie imprévisible qui est liée au pavé. C'est-à-dire que moi, je veux pas tomber dans la culture de l'instant, de la fin de saison totalement démentielle de Pogačar depuis le mois de mai, ou même. Mais c'est vrai que Paris-Roubaix et le Tour de Flandre, ce qui fait son charme ou parfois peut aussi susciter des critiques, c'est que ce sont des courses où l'aléatoire est un peu présent, où tu peux être le plus fort. C'est des courses où tu peux être le plus fort et pas gagner. Lombardie, si t'es le plus fort, tu gagnes. Hein, généralement, ou alors c'est parce que t'as pas la plus grosse pointe de vitesse. Mais en général, c'est des courses où même Liège, hein, si t'es le plus fort, en général, tu gagnes quand même. C'est moins vrai sur Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Sauf que Mathieu Van Der Poel il est parti. Derrière, ça a été la débandade. Il a gagné à chaque fois avec une très 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 grosse avance. Et pourtant, Mathieu Van Der Poel s'est fait largement battre à Liège-Bastogne-Liège. Il fait 3e derrière Pogačar et Romain Bardet. Bon, même malgré cette 3e place, on était plutôt sur un terrain plutôt propice à Tadej Pogačar dans sa forme de la saison. Il était 2-3 semaines avant le départ du Tour d'Italie. Mais malgré cela, je t'aurais dit que, tu vois, Mathieu Van Der Poel, dans sa manière de gagner les monuments Tour des Flandres et Paris-Roubaix en solitaire, il aurait été devant Tadej Pogačar. Maintenant, on intègre les mondiaux comme un monument et on voit quand même que Tadej Pogačar a remporté en solitaire un raid exceptionnel, on va pas y revenir, on avait fait le débrief des mondiaux. Raid exceptionnel, 100 bornes. Oui, 100 bornes. Oui. Il a attaqué à 100 bornes de l'arrivée au championnat du monde, il attaque à une 50aine de kilomètres autour de Lombardie, il attaque une 30aine de kilomètres de l'arrivée à Liège-Bastogne-Liège, et même si on se souvient des Strade Bianche, première course de la saison pour lui, 2 semaines avant Milan-San Remo, il attaque à 80 kilomètres de l'arrivée. L'homme de cette année, que ce soit dans les grands tours comme dans les classiques, c'est Tadej Pogačar. Guillaume, en course de reprise sur l'Estrade, quasiment. oui, mais non, mais c'est incroyable, Et ça a donné le ton de la saison déjà. C'est vrai, de toute façon, je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis Eddy Merckx, autant un coureur qui a autant gagné avec le plus de kilomètres en solitaire, si on compte toutes ses escapades sur le Tour de France en plus. Même si au final, la seule fois où il est parti de loin, c'est la seule où il n'a pas gagné finalement sur le Tour. Donc contre-exemple. Mais sinon, à chaque fois, ça a été des succès en solitaire, que ça soit le Tour de France, le Giro. À mon avis, il a dû faire pas mal de kilomètres en solitaire aussi. Et après, les classiques, je ne t'en parle même pas, Guillaume. Il y a quand même ce débat pour Tadej Pogačar. Allez, quel monument maintenant il peut remporter? De toute façon, il y a la course au monument maintenant, on peut dire, entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar. Si on regarde un petit peu où ils en sont maintenant, on a Tadej Pogačar qui a remporté 7 monuments, Mathieu Van Der Poel qui en a remporté 6, Tadej Pogačar qui a remporté donc une fois le Tour des Flandres, 2 fois Liège-Bastogne-Liège et maintenant 4 fois le Tour de Lombardie. Le record, c'est Fausto Coppi avec 5 victoires. Il peut l'égaler dès cette année de 2025. Mathieu Van Der Poel, lui, a remporté 3 fois le Tour des Flandres, 2 fois Paris-Roubaix et 1 fois Milan-San Remo. Qui est le plus proche de gagner le monument qui lui reste entre Pogačar et Mathieu Van Der Poel? Est-ce que c'est pas Tadej Pogačar avec Milan-San Remo, par exemple? Tu parles pour gagner un 4e monument, on est d'accord, hein? Oui. Pour gagner le 4e monument, qui lui manque Pogačar, il lui manque Paris-Roubaix et Milan-San Remo, Van Der Poel, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Je sais pas quoi penser de Pogačar sur Milan-San Remo, parce qu'on a vu que Pogačar 2024 était incroyable, et pourtant il a toujours pas réussi à le gagner, et c'est la seule fois avec l'étape du Lioran, où quand il attaque, il parvient à prendre un petit peu d'avance, il y a quelqu'un qui arrive à le reprendre derrière. Alors, autant dans l'étape du Lioran, il avait fallu pas loin de 20 km à Jonas Vingegaard pour reprendre Pogačar. Autant là, Van Der Poel, quand il a senti le danger, il a rattrapé Pogačar. Et je pense que c'est la seule fois de cette année 2024 où, pour reprendre une expression de footballeur, Mathieu Van Der Poel, il a mis Pogačar dans sa poche à ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment la seule fois où c'est arrivé cette saison, tu vois. Mais on a toujours l'impression que Pogačar est proche de gagner Milan-San Remo. J'ai envie de te dire que s'il voulait tenter Paris-Roubaix, je pense qu'il mettrait moins de tentatives à gagner Paris-Roubaix qu'à gagner le Milan-San Remo. J'ai l'impression que, on l'a vu, on sait, donc déjà il a gagné le Tour des Flandres. La première année, il fait 4 en foirant son sprint. On l'a vu, Guillaume, sur l'étape des pavés au Tour de France, quand il est parti, il y a personne qui a pris la roue aussi. Alors il a un petit peu coincé au final, il a pris moins d'avance que prévu. Et n'empêche qu'il n'y a personne qui a pris la roue du Slovène quand il est parti. Donc même sur du pavé tout plat, il n'est pas trop mauvais le garçon.
quand on voit la puissance qu'il a, c'est quelqu'un qui roule bien, qui sprinte bien, qui est très fort sur le plat. On l'a vu, hein, encore une fois, sur le Lombardie, il a roulé plus vite sur le plat que Remco Evenepoel. Donc, sur les parties hors secteur pavé, c'est pas ça qui lui fera d'œil. Donc, moi, j'ai l'impression que Paris-Roubaix, ça peut être bien taillé pour lui, peut-être même plus que Milan-San Remo, où j'ai l'impression que pour se débarrasser de Van Der Poel, bon courage. Après, du moment où Tadej Pogačar a encore en tête de gagner des grands tours et d'enchaîner les grands tours dans son palmarès, il ne prendra pas le poids et la force nécessaire pour aller gagner un Paris-Roubaix, même si on peut se dire qu'aujourd'hui il a déjà les qualités pour, mais il a déjà été un peu annoncé que Pogačar faudrait qu'il prenne 3 ou 4 kilos pour aller gagner un Paris-Roubaix. Mais par rapport à Milan-San Remo, si on se projette un peu sur 2025, Pogačar, il faut quoi? Il faut que son équipe, quand on a vu ce qu'il est capable de faire cette année 2024, il faut que son équipe durcisse dès les capots, les capilles, et ensuite imprime un rythme de dingue à la Cipressa pour qu'il y ait un peloton, je sais pas, de 30-40 au pied du Poggio, il est déjà 30-40, mais de 20-30 sans les sprinters. Bon, ça a fait débat cette semaine justement sur X, et la plupart des très bons comptes cyclisme, j'ai vu Vélo Futé qui a participé au débat, on les a vus, et personne n'était d'accord. Il y en a qui disent qu'ils devraient carrément attaquer dans la Cipressa, mais derrière, le problème des capis, c'est qu'on n'est pas dans des pentes à 10-12%, comme sur Liège, ou alors encore plus sur le Lombardie. J'ai envie de te dire que finalement, si Van Der Poel sent que Pogačar peut bouger de la Cipressa, il va se mettre dans la roue et puis il se passera la même chose que dans le Poggio. Ils partiront à 2 ou ils partiront pas, et on va se retrouver avec le même problème. Alors, est-ce que si Pogačar use Van Der Poel en l'attaquant de la Cipressa et qu'il le remet dans le Poggio, il peut le faire sauter à l'usure? Mais encore une fois, je pense qu'en fait, l'aspiration compte beaucoup, et que là, c'est presque Pogačar qui va se dépouiller, là où, ça va, enfin, c'est terrible pour des cyclosportifs comme nous, Guillaume, ou comme quand on monte une côte à 4%, à 20 à l'heure, on est déjà les champions du monde. Mais là, ça monte à 40, en fait. Donc, à 40, t'as énormément d'aspiration, beaucoup plus que quand tu me prends un relais sur le plat et que je suis bien content d'être dans ta roue, tu vois. Mais après, bon, on va passer à un autre débat, mais c'est vrai que ce qu'il faudrait, en fait, c'est que Tadej Pogačar arrive à isoler Van Der Poel, par exemple, de Philipsen. Parce que si Philipsen n'est pas derrière dans le groupe à Milan-San Remo en mars 2024, Van Der Poel travaille avec Pogačar. On peut même avoir un sprint à 2 sur la Via San Remo, et je suis pas sûr que Tadej Pogačar se fasse battre par Mathieu Van Der Poel au sprint. Je pense qu'au sprint aujourd'hui, Pogačar peut battre Mathieu Van Der Poel et peut gagner Milan-San Remo. Si jamais Philipsen n'est pas dans le groupe de contre, pourquoi pas? Mais si Philipsen est dans le premier groupe de contre, qu'est-ce qu'il va faire Van Der Poel? Il va dire je suis désolé garçon. Mais oui, mais c'est pour ça que Pogačar doit isoler Mathieu Van Der Poel d'un Philipsen. Il faut vraiment le faire. Le problème, c'est que là aussi, Philipsen, on l'a vu que ça passait pas trop mal les bosses quand il bascule 10 ou 11, je crois, peut-être même un peu mieux en haut du Poggio. Donc, c'est sûr qu'il suivra pas Pogačar à la pédale, mais le voir larguer du groupe de contre, ou alors il faut vraiment qu'il soit moins fort que l'année dernière. Et donc sur cette année 2025, on pourrait avoir un Mathieu Van Der Poel qui soit le seul recordman de victoire au Tour des Flandres, puisqu'on a Tom Bonnen et Fabian Cancellara ainsi que Johan Museeuw, et aussi si on remonte dans le temps, Achille Buys, Fiorenzo Mani et Eric Lehmann, qui sont à 3 victoires, et Mathieu Van Der Poel pourrait remporter un 4e Tour des Flandres, qui serait le record absolu. Van Der Poel, on le voit mal aller remporter aujourd'hui un Liège-Bastogne-Liège ou un Tour de Lombardie face à un Tadej Pogačar, on verra bien. On rappelle qu'au niveau des monuments, le grand recordman de vainqueur de monuments, c'est Eddy Merckx. De toute façon, chaque réponse, chaque réponse de vélo, c'est quasiment Eddy Merckx ou un petit peu Fausto Coppi, et de plus en plus Pogačar maintenant. Et un tout petit peu de Roger De Vlaeminck quand même. Oui, parce que 19 victoires en monument pour Eddy Merckx, 11 pour Roger De Vlaeminck, et ensuite on a un petit groupe à 9 monuments avec Costante Girardengo, qui est un peu un champion oublié italien de l'entre-deux-guerres, Fausto Coppi, Sean Kelly, qui ont tous 9 monuments, Rick Van Looy 8, et ensuite Pogačar, Cancellara, Bonnen et Gino Bartali à 7 monuments. On peut se dire, t'as des Pogačar, un Tour de Lombardie en plus peut-être un Liège-Bastogne-Liège, il serait déjà sur le podium des vainqueurs de monuments
À voir donc le débat Pogačar-Van der Poel, on n'a pas fini d'en parler. Un des hommes forts de cette année aussi au niveau des classiques. J'ai quand même envie de te sortir à Remco Evenepoel qui a gagné les Jeux Olympiques. Remco Evenepoel qui a pris quand même une énorme claque au Tour de Lombardie. On l'attendait en 1 contre 1 contre Tadej Pogačar pour faire 30 secondes sur lui. Remco Evenepoel, quand on voit les larmes à la fin du Tour de Lombardie, on se dit qu'il va peut-être changer son fusil d'épaule par rapport à son potentiel sur les monuments, sur un Liège-Bastogne-Liège par exemple. Parce que Evenepoel face à Pogačar, on a vu au Tour de Lombardie, Pogačar largement dessus. Il y a Liège-Bastogne-Liège, ça peut être un peu le même résultat. Tu sais ce que ça m'a rappelé un peu Lombardie, la situation d'Evenepoel par rapport à Pogačar. Vas-y. Ça m'a rappelé la tôle qu'avait pris à Combloux Pogačar par rapport à Vingegaard. C'est-à-dire qu'on a un mec qui fait lui-même une branlée à tout le monde, mais qui s'en prend une encore plus grande derrière par un autre concurrent. Et je pense que c'est à peu près ça, parce que Evenepoel, il met une branlée à tout le monde derrière. Ah mais complètement. Mais ça n'a pas suffi. Complètement. Donc tu vois, il fait quand même 2e du Tour de Lombardie, il gagne les Jeux Olympiques, et sur cette saison, il s'est surtout concentré sur les courses par étapes, et très peu sur les classiques, mais voilà, est-ce qu'il ne va pas falloir que Evenepoel se concentre plus sur les courses par étapes? Ouais, le problème, c'est que sur les courses par étapes, en fait, il faut se concentrer à faire un calendrier qui ne soit pas le même que Pogačar. Comme sur les classiques, comme sur les courses par étapes, j'ai envie de te dire. Il fait un grand Tour de France, je pense qu'il fait vraiment sa plus grande prestation sur une course de 3 semaines. Son Tour de France est bien plus solide que sa victoire sur la Vuelta en 2022. Ouais. Mais il est hyper loin en général, au final. Mais on en a parlé, c'était quand même voilà, son premier Tour de France. Il est magnifique, son Tour de France. Hein. Voilà. C'est son premier Tour de France, et c'est un Tour de France où, en plus, bah voilà, il bagarre, il est en constante progression sur ces 3 semaines, et je pense qu'il s'est rassuré, il a passé un cap, encore une fois, sur cette saison 2024. Je vais rappeler un petit peu les vainqueurs quand même des principales courses de cette année. Bon, déjà en parlant de Pogačar et de Van der Poel, on a donné les principaux vainqueurs, mais ça avait commencé en janvier à la Cadel Evans Race par Laurens Pitty. La saison des classiques qui avait débuté comme d'hab au Omloop et Nieuwsblad fin février avec la victoire de Jan Tratnik. La suite des classiques belges, bon, on a parlé, Strade Bianche, Milan-San Remo, Pogačar et Philipsen, vainqueur de Milan-San Remo. Les classiques belges avec le triptyque de préparation au Tour des Flandres, Bruges de Panne, E3 classique et Gand-Wevelgem, Philipsen, Van der Poel, Mats Pedersen, Jorgenson qui remporte à travers la Flandre. À travers la Flandre, on va le voir, qui a quand même défini un peu la suite des monuments remportés par Van der Poel, Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Le triptyque aussi ardennais avec Pidcock, vainqueur de l'Amstel, Stephen Williams qui remporte la Flèche et Tadej Pogačar à Liège-Bastogne-Liège. Et puis parmi les autres classiques World Tour de la saison, on a Van Gils qui remporte Eschborn-Frankfurt, la BMR classique, autre classique allemande remportée par Olaf Koy, Québec, Michael Matthews, Montréal, Pogačar, Lombardia, Pogačar, et puis un homme qui a remporté et la Classica de San Sébastien et le Grand Prix Ouest-France à Pouet, c'est Marc Hirschi. J'ai envie de te dire que c'est un peu le 3e homme au niveau des classiques. Étienne, pas forcément en termes de résultats sur toute la saison, mais il a remporté quand même une série impressionnante fin août, début septembre, avec 1, 2, 3, 4, 5 victoires de suite, plus une 6e début octobre. Hirschi, un peu 3e homme, qui va partir chez Tudor en pleine force de l'âge et qui peut vraiment espérer, pourquoi pas, aller batailler avec les gros, peut-être les Van der Poel et les Pogačar sur des courses vallonnées. Tu me rappelles avec qui rejoint Marc Hirschi chez Tudor? Julien Alaphilippe. Ça va être sympa comme duo. Ça va être très sympa, mais bon, Alaphilippe pour apprendre à Hirschi, voilà, est-ce que ça va être des leaders à 2 têtes? Est-ce que Marc Hirschi, il va vraiment comme le gros leader? C'est un Suisse dans l'équipe suisse avec son manager en patron d'équipe. Mais les qualités et les défauts de Hirschi, c'est que Hirschi, pour le moment, ça a toujours été un homme qui a brillé à partir du mois d'août. Même sur le Tour de France 2020, qui a commencé en mois d'août, c'est là où il a commencé à briller. Pour l'instant, de février jusqu'à juillet, ça a toujours été historiquement un peu plus compliqué. Je dis pas qu'il était nul, loin de là, mais c'est pas là où il est le meilleur. Et mais après, chez UAE, il a toujours travaillé pour Pogačar, oui, finalement. Mais finalement, même si je reprends 2020, il n'était pas chez UAE. Alors, il était jeune à ce moment-là, mais il explose d'un coup et on était déjà au mois d'août. Donc oui, je suis d'accord. Après, pour UAE, il a beaucoup travaillé pour les autres. Mais n'empêche que c'est quelqu'un qui doit encore prouver qu'il est régulier sur toute une année. Ce qui, pour l'instant, n'est pas du tout le cas de son côté. Et tu parlais de leader à 2 têtes. C'est pour ça que je pense qu'un Julien Alaphilippe
Et c'est pas pour faire du chauvinisme à 10 francs 6 sous, mais il faut pas considérer Julien comme un simple équipier de Hirschi. Je pense qu'on est vraiment sur un leader à deux têtes, et je pense que Tudor a l'intérêt de jouer ces deux cartes à fond, ne serait-ce que pour créer un peu d'incertitude. Et aussi pour prendre un maximum de points pour monter en World Tour. On sait qu'ils ont besoin de points avec cette licence World Tour et les classements qui arrivent fin 2025. On va passer quand même à une équipe qui a eu quand même de la malchance, et notamment dans la période des Flandriennes, c'est la Visma Leasebike, qui devait compter sur Wout van Aert pour aller concurrencer Van Der Poel sur le doublé Tour des Flandres, Milan-San Remo. Quand on parlait Tour des Flandres Paris-Roubaix, quand on parlait de la course au monument, et tu vas voir pourquoi j'ai un lapsus avec Milan-San Remo, quand on parlait de la course au monument entre Pogačar et Van Der Poel, le tout premier à remporter un monument en 2020, c'est Wout van Aert par rapport à Van Der Poel et Pogačar à Milan-San Remo, et Van Aert, c'est le seul monument qu'il a remporté. Et là, je commence à se faire sentir. Alors, il n'est pas si vieux que ça, hein, mais 2025, ça va être une année charnière pour la carrière de Wout van Aert, pour l'équipe Visma Leasebike qui avait recruté une armada à l'hiver 2024 et l'hiver 2023 pour entourer Wout van Aert aussi. On les attend de pied ferme. Christophe Laporte a été malade aussi pendant le printemps. Oui, il est tombé, il a été malade. De toute façon, cette équipe Visma Leasebike, à partir du moment où Jonas Vingegaard a remporté Tirreno Adriatico, toute sa saison est partie en vrille, et la malchance s'est jamais vraiment arrêtée. Donc, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je reprends ce que tu as dit au tout début. C'est le premier à avoir gagné un monument, et il sortait d'un Tour de France en plus où il allait faire un Tour de France derrière, où en montagne il avait montré qu'il avait progressé. Il a énormément travaillé en ce sens pour la deuxième place de Primož Roglič, certes, mais c'était la Jumbo Visma de l'époque, qui était l'équipe la plus forte en montagne. Et la question qu'on se posait après qu'il ait gagné son premier monument, c'est est-ce qu'il est capable de gagner les 5 ? Et la réponse à ce moment-là, c'était clairement oui, il était capable de gagner les 5. Plus de 4 ans après, il n'en a pas gagné un autre au moment. Donc c'est ça qui est beau et cruel dans le cyclisme, c'est que quand tu commences à gagner, on se demande jusqu'où tu peux t'arrêter. Et on n'oubliera pas, par exemple, des périodes plus antérieures, certains jeunes vainqueurs du Tour de France, Jan Ullrich pour pas le citer, ou même Egan Bernal pour parler plus récemment, on se disait ils vont gagner 4-5 Tours de France. En fait, la vérité d'aujourd'hui, elle n'est pas la même que celle de demain, elle n'était pas la même que celle d'hier. Et je cherche pas à faire de la langue de bois, parce qu'au final, c'est des faits. Les faits nous rappellent que tout peut aller vite en vélo. D'ailleurs, on le voit. Pogačar, c'est aussi un bon exemple quelque part, parce qu'il arrive, il gagne 2 Tours de France, on dit ça y est, il va en gagner 10. Vingegaard, il gagne 2 Tours de France, on dit ça y est, Pogačar, il gagnera plus jamais le Tour de France. Puis finalement, il a regagné, et on est heureux à se dire, il est heureux invincible. Pour revenir à Wout van Aert, quand on regarde quand même ce qu'il avait fait pour se préparer sur cette saison, on rappelle qu'il était parti en stage pour aller préparer la saison des classiques, il était parti en stage en altitude, il avait sacrifié une partie de son hiver en cyclocross pour aller se préparer pour les classiques. Avant de chuter à travers la Flandre, on n'en a pas parlé, mais Kuurne-Bruxelles-Kuurne, il l'a remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne quand même en solitaire. C'est une classique qui n'est pas dans le World Tour, mais qui compte quand même dans la préparation au Tour des Flandres. Enfin, il remporte Wout van Aert Kuurne-Bruxelles-Kuurne au sprint face à Timo Ehlens et Oyar Lescano, mais il fait derrière troisième aussi du Het Nieuwsblad fin février, remporté par Tratnik, et de l'E3 classique remporté par Mathieu Van Der Poel. Il prend certes une claque par Mathieu Van Der Poel à l'E3 classique, mais il avait quand même tout bien fait pour se préparer pour le Tour des Flandres. Il était sur le bon chemin, Wout van Aert. On ne sait pas s'il aurait remporté l'un des 2 monuments, mais il était sur le bon chemin pour aller remporter peut-être le deuxième monument de sa carrière. Moi, j'espère comme toi que ça va pas être un champion qu'on va regretter à la fin. Il vient d'avoir 30 ans quand même, Wout van Aert. J'espère que ça va pas être un champion qu'on va regretter. On va se dire, il a qu'un seul monument. Mince, tu vois, il a qu'un seul monument et il aurait pu tous les remporter. Il aurait pu en remporter un de chaque. J'espère qu'on va pas l'avoir comme ça à la fin de sa carrière. C'est quasiment le cas, malheureusement. Alors, il a peut-être qu'il ne pouvait pas gagner tous les monuments, mais c'est un peu le constat qu'on fait aujourd'hui de Julian Alaphilippe, où quand il a gagné Milan-San Remo,
On se dit, ouais, il aurait pu en gagner 5-6 et malheureusement, il a Liège, réussi à remporter Liège. Et parce qu'il est tombé sur Pogacar ou parce qu'il a fait un peu n'importe quoi sur un sprint une année aussi. Donc, ouais, c'est ça, c'est pas le premier. Je pense que il a encore le temps d'en gagner. Il n'en gagnera pas 15, surtout avec Pogacar et Van Der Poel. Ça sera dur d'en gagner ne serait-ce que 2 dans une même saison. Mais je pense qu'il peut encore en accrocher un à son arc. Mais effectivement, je pense que ça va être compliqué maintenant de rafler les 5. Ça, c'est clair que c'est quasiment impossible. Surtout qu'il grimpe moins bien qu'il a fait à une certaine époque. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant, je suis d'accord avec toi, on a ce sentiment un peu d'aller au moins d'inachevé, peut-être pas encore de gâchis, mais au moins d'inachevé. Pour terminer un peu la saison des classiques, au niveau des Français, parmi ceux qui ont un peu brillé, on a Christophe Laporte qui a quand même été sur les classiques pavés. Malchanceux parce qu'il a été malade, hein. Il a été malade. Et puis finalement, il n'a pas trop pu peser sur ces courses-là. On sait pas ce qu'il a eu d'ailleurs, mais il est possible que ça soit une sorte de Covid, hein, vu comment ça l'a flingué pendant 2 mois. Bon, ça peut s'appeler Covid. Mais après, sinon, on a eu, parmi les 2 noms à ressortir, Benoît Cosnefroy, Valentin Madouas. Cosnefroy qui a fait 4e de Liège-Bastogne-Liège et qui va remporter aussi la Flèche Brabantson. Madouas qui fait 7e de Liège-Bastogne-Liège, 6e de l'Amstel aussi. Christophe Laporte, hein, forcément, qui lui a fait aussi... Romain Bardet quand même, hein, 2e de Liège-Bastogne-Liège. Romain Bardet, 2e de Liège-Bastogne-Liège. Christophe Laporte qui avait remporté Paris-Tours pour terminer sa saison. 5e au Etnousbet, 4e à Kurn. Romain Bardet 2e à Liège-Bastogne-Liège. Incroyable résultat de Romain Bardet qui va terminer sa carrière après le Dauphiné donc en juin 2025. Le bilan des Français, il est en fait que on a des coureurs capables de faire des top 10, mais derrière aller chercher un podium de monument, mis à part l'exploit de Romain Bardet, c'est quand même compliqué. J'allais dire on a notre place, puis finalement tu l'as dit avec d'autres mots. Après, est-ce qu'on peut se dire que Christophe Laporte, par exemple, a le potentiel de gagner un Paris-Roubaix ? Est-ce que c'est peut-être le plus proche, lui, de remporter un monument ? Je suis en train de réfléchir parce que finalement, oui, mais comment se débarrasser de Van Der Poel, encore une fois, quand tu vois ce qu'il a fait sur le dernier Paris-Roubaix, c'est des coureurs qui course d'équipe, Van Aert, Van Der Poel, un temps de latence, Laporte qui en profite ? Oui, ça peut être un scénario. Maintenant, le cyclisme actuel, les temps de latence, ça n'existe plus beaucoup, malheureusement. Donc, c'est vrai. Mais oui, c'est le scénario le plus possible. Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est certainement le Français qui est le mieux armé. Peut-être, je sais pas si c'est le plus proche et le bon terme, le mieux armé. Après, on n'oubliera pas que Valou Madouas a fait 3e à Tour des Flandres une année en étant tout proche de le gagner. Hein. Si les cuisses chauffent pas quand il lance son sprint, je pense qu'il n'est pas si loin de la gagne. Après, on se dit que Madouas fait 3 du Tour des Flandres, mais en maximisant toute la course, en maximisant tous les détails. Là où Laporte, en maximisant tous ces détails, peut être plus proche de remporter un monument que Madouas quand il maximise les détails. Oui, mais de toute façon, dans tous les cas, il faudra maximiser les détails. C'est vrai que c'est un peu comme ça qu'il a été champion d'Europe. Van Aert est parti de trop loin et n'a pas pu le reprendre. Mais oui, c'est le plus proche, mais il en est loin quand même, je pense. Tu attends quoi de 2025 dans cette année de classique en 2025 ? J'adore voir des grands champions triompher comme on fait les deux, mais c'est vrai qu'une fois que tu as enlevé Milan-San Remo, il y a eu du suspense. J'attends juste un peu plus de suspense. Que ça soit les mêmes qui gagnent, pourquoi pas, s'ils sont plus forts, ils sont plus forts. Mais c'est vrai que on pouvait éteindre la télé à 50 km de l'arrivée des Flandres de Paris-Roubaix. On pouvait éteindre la télé à 40 km de l'arrivée de Liège et on pouvait éteindre la télé à 40 km du Lombardie. Et à 80 km au championnat du monde. Et c'est ça, même à 100 bornes finalement, si on est vraiment mesquin. Donc au final, amoureux de cyclisme comme on est, toi, moi et d'autres personnes qui suivent assidûment ce sport, je pense que les grands récits, les grands exploits de ce sport se sont écrits par des exploits en solitaire comme ils ont pu le faire, mais ce sont aussi les rivalités, les duels, les rebondissements qui nourrissent les monuments. On se souvient d'un Matthew Hayman qui fait un épopée incroyable sur Paris-Roubaix en 2016. À l'inverse, on se souvient d'un Tom Bonnen qui résiste à Pipo Pozzato sur un Paris-Roubaix en 2009 aussi. Enfin, c'est des coureurs qui ont aussi su gagner avec des circonstances parfois défavorables. Si on repart sur une deuxième année avec zéro suspense, j'ai peur qu'au bout d'un moment, les gens se lassent et ça va être difficile de leur dire continuez à regarder le vélo,
c'est beau, c'est magnifique, ils font des performances incroyables, mais ce que les gens aiment aussi, c'est les rebondissements et c'est les duels, c'est que ça soit serré, quoi. Même si c'est à la fin, c'est Pogacar ou Van Der Poel qui gagne, mais qui au moins quelqu'un qui conteste la victoire quasiment jusqu'à la ligne d'arrivée. Des choses qu'on a. Parce que même des concurrents qui sont d'un niveau stratosphérique, comme des Mats Pedersen par exemple sur les Flandriennes, ils sont très loin d'un Van Der Poel. Bon, ce qu'il faudrait, c'est que Van Der Poel et Pogacar soient face à face sur notamment les Flandriennes ou sur les Ardennaises, mais on a vu que Liège-Bastogne-Liège, ils étaient l'un contre l'autre et il n'y a pas eu photo. Toi, ça te fait pas bader. On rappelle, je rappelle le chiffre, ou en tout cas la donnée, c'est que si tu inclus les championnats du monde comme le 6e monument, Milan-San Remo est le seul monument à ne pas avoir été remporté en solitaire. Toi, tu bades pas devant les bader, dans le sens apprécié, kiffer les exploits en solitaire? Ça te fait pas bader, toi? Si, j'adore et j'étais le premier à défendre ça sur les réseaux sociaux. Mais faut que ça reste quelque chose de rare, en fait. Si Pogacar remporte, et attention, je sors le débat du dopage de ça, je parle uniquement de performance. Mais en fait, s'il banalise ça, même Eddy Merckx, il a peut-être pas fait ça autant de ça qu'en train de faire Pogacar sur une saison. Et s'il le banalise, en fait, on va se dire, c'est normal, finalement. En fait, on va même plus avoir envie de regarder parce que finalement, Pogacar va attaquer, on sait que c'est plié, puis on va pouvoir aller faire du vélo sur elle pour perfectionner. Parce que sa manière de gagner en 2024, c'est inédite. On l'avait jamais vu aussi fort. Mais elle est incroyable, justement, voilà ce que je dis, parce qu'on l'a jamais vu. Sauf que si ça se voit pendant 3 ou 4 saisons et que c'est toujours les mêmes scénarios, les gens, les gens vont se lasser. Et ce qui était exceptionnel va devenir banal. Et je pense que les gens, ils vont forcément se détourner. Maintenant, comment faire pour pas que ça se passe comme ça? On l'a vu qu'en 2024, pour l'instant, les écarts s'étaient creusés entre Pogacar, Van Der Poel et les autres. Étienne, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour cette partie homme du bilan de l'année 2024 des classiques. Étienne, à très bientôt dans Vélo Podcast. À très bientôt, c'est moi qui te remercie. Je te laisse en excellente main avec Julien pour parler de la saison des femmes qui, pour le coup, je fais un petit aparté sur les femmes. On a quand même eu une année 2024 tout simplement exceptionnelle sur tous les plans. On a eu un Tour de France de dingo. On a eu une Vuelta magnifique aussi. On a eu des monuments. Le Liège-Bastogne-Liège a été extraordinaire. Et pas parce que ça a été une coureuse d'une équipe française qui a gagné, mais parce qu'on a eu des rebondissements dans la course. Et on parlait de suspense, d'empoignade. Je pense qu'on a été en plein dedans. Vous allez développer un peu plus avec Julien, mais on a été en plein dedans là. Bon voilà, la transition, c'est toi qui l'as fait, on se retrouve tout de suite pour la partie femme. Attaque de Marlou. Il veut passer à la télé celui-là. La suite de ce vélo podcast spécial classique, les bilans de la saison 2024 qui continue avec donc les classiques femmes et forcément, comme pour le bilan des tours femmes, on accueille Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Bon Julien, la saison des classiques qui a été quand même très disputé et j'ai envie de te dire même plus disputé que chez les hommes. C'est un peu le bilan, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais on a quand même une belle saison de classiques et j'ai envie de dire les classiques sont aussi les témoins de l'évolution du cyclisme chez les femmes parce que ça change d'année en année et ça évolue. On commence de plus en plus 2-3 courses près à avoir un calendrier de classiques calqué sur celui des hommes avec encore quelques évolutions à venir. Oui, on en parlera peut-être tout à l'heure. En Italie, on en reparlera à la fin. Ouais. Et sinon, on a que toutes les classiques hommes ou leur pendant femmes avec les courses le même jour, à l'exception de Paris-Roubaix et du Grand Prix de Ploué de mémoire. Sinon, toutes les courses se déroulent le même jour. Oui, alors il me semble que sur le Grand Prix de Ploué, alors qu'il y a la classique Lorient, c'est la veille, non? C'est le samedi. Que ce soit Ploué et Roubaix, c'est le samedi. Et c'est pas forcément plus mal, c'est-à-dire qu'il y a une vraie exposition et en même temps, on voit que sur le Paris-Roubaix, par exemple, il y a quand même de super audiences, même si elles sont la veille et même si elles sont pas le même jour. Et il y a même beaucoup de monde au bord des routes. Les audiences sont plus que correctes pour ceux qui restent sur leur canapé, qui n'ont pas d'autre choix. À tous les ans, je fais les mêmes secteurs pavés en coupant la course.
Et je vois de plus en plus de monde année après année sur ces mêmes lieux. Question comme chez les hommes tout à l'heure, est-ce que tu intègres les championnats du monde et les Jeux Olympiques, toi, dans ce bilan de la saison des classiques? On peut les intégrer dedans sans souci, d'autant que quand on voit les vainqueurs, que ce soit, enfin même les podiums, que ce soit sur les championnats du monde ou les JO, on retrouve quasiment les mêmes coureurs. Donc oui, et puis ça reste comme des façons de courir, comme des courses d'un jour. Donc on va donner, on va redonner un peu les vainqueurs des différentes classiques. Déjà les championnats du monde remportés par Lotto Kopecky, qui a conservé son titre de championne du monde. Redonner la vainqueur des Jeux Olympiques, et c'est Kirsten Faulkner, si je me trompe pas, Julien. C'est Kirsten Faulkner, au nez à la barbe des ultra favorites. Voilà, Marianne Vos et Lotto Kopecky. C'est bien ça. Si je me remémore bien, parce que j'ai pas le classement sous les yeux, mais je me remémore après l'enterrement de fin de course entre les deux. On a donc dans le calendrier World Tour qui a commencé avec les courses habituelles en Océanie, donc au mois de janvier à Geelong, la Deakin University Elite Women's Road Race. Bon, en clair, c'est un peu la Cadel Evans Ocean Race après le Tour Down Under là. C'est bien ça. Au mois de janvier, c'est une néerlandaise de la Visma Leasebach, Rosita Reinout, qui l'a emporté. Après, on est revenu donc pour la saison des classiques fin février avec le début des Flandriennes, Marianne Vos qui remporte le Het Nieuwsblad, Lotto Kopecky qui remporte l'Estrade Bianche et qui remporte également cette saison Paris-Roubaix et donc aussi les championnats du monde. Le Ronde van Drenthe, Lorena Wiebes qui a aussi remporté Gand-Wevelgem plus tard dans la saison. Le Trofeo Binda remporté par Elisa Balsamo qui a remporté quelques jours plus tard la classique Bruges de Panne. Le Tour des Flandres avec la victoire d'Elisa Longo-Borghini devant la future vainqueur du Tour de France, Kasia Nieva-Doma. Une semaine plus tard, Lotto Kopecky au Paris-Roubaix. L'enchaînement Amstel-Flèche-Liège avec en vainqueur Marianne Vos, Kasia Nieva-Doma en haut du mur de Huy et Grace Brown sur Liège-Bastogne-Liège, et puis la saison des classiques avec aussi Micha Bredevold à la classique de Lorient, donc au Grand Prix de Plouay féminin, Sandra Alonso au Tour de Guangxi, de la Ceratizit. Je crois que tu voulais parler très vite fait aussi des semi-classiques en Belgique au printemps avec Lotto Kopecky qui remporte Nokere-Curse, Marianne Vos à travers la Flandre, Elisa Longo-Borghini, la Flèche Brabançonne, et en fin de saison les semi-classiques italiennes avec Elisa Longo-Borghini au Tour d'Émilie et puis Cédrine Carbaol au Trévalé Varesine. J'ai été très complet, il me semble. Ah oui, t'as été même plus que complet. On a quand même un duel entre Lidl Trek et SD Worx. C'est un peu ce qui ressort de ces classiques et de ces résultats. Une très forte équipe Lidl Trek qui a réussi à contrecarrer les plans de la SD Worx qui rêvait de gagner toutes les classiques en début de saison. Lidl Trek a, avec son armada Balsamo et Longo-Borghini, assisté par celle qui sera la leader sur les classiques après le départ de Longo-Borghini, Shirin Van Androoy. C'est là le témoin aussi de l'évolution de cette équipe Lidl Trek qui est maintenant parmi au minimum les 3 meilleures équipes au monde, dans les 2 premières avec la SD Worx, moi je dirais. Tu sais que j'aime bien sur Pro Cycling Stats notamment les classements sur les courses d'un jour notamment, et sur cette saison-là, tu as un vrai top 5 qui se dégage avec Lotto Kopecky en 1, Longo-Borghini en 2, Marianne Vos en 3 et on va parler tout à l'heure, Lorena Wiebes en 4 et Elisa Balsamo en 5. La Lidl Trek, est-ce qu'elle peut vraiment survivre au départ d'Elisa Longo-Borghini pour performer et gagner ses monuments et ses classiques? Ce sera la grosse interrogation. Après, avec un recrutement comme Anna Henderson qui va plutôt bien sur ce genre de course et surtout la danoise Emma Norsgaard Bjerg qui devrait aussi avoir son rôle à jouer sur les classiques avec Shirin Van Androoy qui sera l'élément clé, qui sera la coureur protégée sur les classiques, en espérant qu'elle ait bien récupéré de son opération à l'artère iliaque qu'elle a subie il y a un bon mois de ça. Du côté de la SD Worx, est-ce que ce duel en fait avec Lidl Trek n'est pas la conséquence aussi de la désorganisation interne, de tout ce drama autour du départ de Demi Vollering, qui est dans ce classement PSS que j'aime bien regarder et 8e, donc on a vraiment 3 SD Worx dans le top 8. Il y a de ça, il y a cette désorganisation peut-être liée au départ de Vollering, mais on en avait parlé après le Tour et après le championnat du monde, où justement on parlait de Demi Vollering.
on reliait un petit peu à la tactique des SD Works, que c'est dès que ça sort d'un demi-centimètre du tableau noir dessiné le matin, elles sont totalement perdues. Lidl Trek, qui était la grosse, on dirait la grosse opposition, a fait ce que d'autres équipes ont fait avant et après eux, et heureusement, c'est oser attaquer la SD Works. Et ça a été aussi le grain de sable dans l'engrenage SD Works. Et donc, question annexe, est-ce que le départ de Demi Vollering va peut-être libérer le fait que c'était une équipe avec un leader à deux têtes, Kopecky et Vollering? Le fait d'avoir une seule tête peut recentrer la stratégie? Ou alors, est-ce que tu penses réellement que ça va pas changer grand-chose, que du moment où on va sortir du tableau noir, ça va être compliqué pour eux? On rappelle que en directeur sportif, Lars Bohm est parti à la FDJ Suez. L'autre directrice sportive, qui était meneuse aussi dans les classiques, sort de la voiture et retourne sur le vélo. Anna van der Breggen. Ça peut être compliqué. Alors, quand on regarde globalement le palmarès des classiques, le seul endroit où Demi Vollering est partante est les Ardennaises. Là, par contre, je sais pas comment va faire la SD Works à cette période-là, parce que tu regardes le top 10 de Liège, tu as 2 SD Works, Demi Vollering 3e, Niam Fischer-Black 10e, qui s'en vont. L'Auto Kopecky ne peut pas viser un Liège-Bastogne-Liège? Elle était au départ de Liège-Bastogne-Liège, l'Auto Kopecky de mémoire, elle finit 38e à 2 minutes. Oui, mais avec une stratégie tournée autour de Demi Vollering. Là, ce n'est pas pareil. Faudra voir comment ils vont réussir à adapter leur dispositif à une Auto Kopecky sur les Ardennaises. Chose qui est différente de chez les hommes, c'est qu'une Flandrienne peut marcher sur les Ardennaises. Chez les hommes, à part un certain Tadej P et un Mathieu VDP, il y en a très peu qui arrivent à doubler les deux. On passe à la suite un petit peu, et dans ce classement, on a parlé des Lidl Trek et des SD Works, et il y en a quand même une qui s'est intercalée, c'est Marianne Vos. Marianne Vos qui a 37 ans, elle a eu 37 ans au mois de mai, a quand même réalisé une saison très costaude, et sur la campagne de classique, elle remporte le Het Nieuwsblad à travers la Flandre et l'Amstel, elle fait 4e au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix, et elle va faire aussi top 10 au Strade Bianche et à Liège-Bastogne-Liège. Bon, profil Lotto Kopecky, avec quelques années en plus, avec une Lotto Kopecky qui maintenant n'est pas plus forte en haute montagne, mais Marianne Vos, elle a vraiment rené de ses cendres sur cette saison. Alors Marianne Vos en 2023 avait stoppé sa saison assez tôt, parce qu'elle avait elle avait le syndrome des cyclistes femmes, notamment ce problème d'artère iliaque, et comme Pauline Ferrand-Prévot auparavant et autres. Et c'est vrai qu'elle n'a pas fait la saison de cyclocross pour bien se remettre de ça, et elle fait, c'est vrai, une saison très 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 belle saison à 37 ans. Elle va quand même, avec sa malice, gagner l'Omloop Het Nieuwsblad. Elle va quand même battre la championne du monde. C'était le premier coup dur pour les SD Works. Et après, elle va gagner l'Amstel Gold Race dans des conditions qui passent ce genre de finish dans les bêtisiers de fin d'année du sport, où elle va passer Lorena Wiebes sur la ligne. Lorena Wiebes pensant avoir gagné. Ce qu'on appelait une Julien Philippe dans le passé, qu'on appelle maintenant une Lorena Wiebes. Une Lorena Wiebes chez les femmes. Après, c'est vrai qu'elle s'enterre aux Jeux Olympiques. Elle passe pas loin d'être dans le bon groupe au championnat du monde. Elle fait 8e au mondiaux. Ah non, et un Paris-Roubaix qu'elle rêve de remporter. Paris-Roubaix, je pense, pour une Marianne Vos, ce serait juste, même pas la cerise, juste la queue de la cerise, parce que la cerise, elle l'a déjà mis sur son gâteau. Mais c'est vrai que Marianne Vos, quand tu regardes sa saison, donc il y a la campagne des classiques, et puis elle surfe sur cette forme et sur ce renouveau. Après 2 saisons très compliquées en 2022 et 2023, elle remporte le classement par points du Tour d'Espagne, elle remporte le Tour de Catalogne en faisant 2e du classement par points, mais elle remporte aussi le classement par points du Tour de France, donc des 2 grands tours, Tour d'Espagne et Tour de France, en étant 8e des mondiaux, championne du monde de Gravel, 2e des Jeux Olympiques. Donc vraiment, cette année de la renaissance de Marianne Vos, elle fait quand même très plaisir, parce que voilà, c'est la queen. C'est la queen, c'est la goat. C'est la goat, c'est vraiment la goat du cyclisme chez les femmes. C'est 257 victoires. Je pense que rien que le chiffre parle de lui-même. Par un Paris-Roubaix qu'elle rêve de gagner, un Tour de France malheureusement où elle ne pourra, je pense, plus gagner, bien qu'elle ait gagné un Giro auparavant, mais c'était autre temps, autre coureur, on dira. C'est la goat. Vos ou Van Vleuten? Vos. Alors, à la différence alors, je sais que les puristes vont dire ouais, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Marianne Vos, c'est 2 titres olympiques. Certes, un sur piste
et un en course en ligne. Van Vleuten, c'est, je vais mettre entre parenthèses, c'est juste le contre-la-montre où elle est championne olympique. 3 fois championne du monde sur route aussi, hein, Marianne Vos. En 2006, 2012, 2013, merci pour Cycling Stats, voilà pour les stats, et 8 fois championne du monde de cyclocross aussi, c'est quand même impressionnant. Premier titre en 2006, dernier titre en 2022 pour Marianne Vos. Rien que ça, franchement, ça parle, voilà, c'est assez dingue. On va passer aussi aux Françaises, aux équipes françaises. Bah forcément, comment ne pas parler de la saison des classiques sans revenir sur la victoire de Grace Brown et de la FDJ Suez à Liège-Bastogne-Liège. J'ai un peu envie de dire la surprise générale au sprint devant Longo Borghini et Demi Vollering, mais une saison pour Grace Brown qui est juste énorme, championne olympique du contre-la-montre et championne du monde du contre-la-montre pour, alors, la dernière année avant sa retraite. Et je ne vais pas dire la dernière année avant la fin de sa carrière, parce que tu nous as avancé une certaine théorie, toi, depuis quelques semaines, et depuis qu'on a un peu abordé cette fin de saison avec ces victoires de Grace Brown au JO et aux mondiaux. Ce serait un rêve et c'est ma théorie. Si toutes les théories que j'avance étaient gagnantes, je pense que j'aurais coulé Betclic et Winamax à moi tout seul. Moi, je pense, oui, la famille lui manque et autres, mais je pense qu'il y a aussi un peu une envie de pause bébé, de maternité. Et puis, pourquoi pas revenir moi, je pense comme ça, qu'elle fait une pause bébé. C'est juste ma théorie, ma pensée. De manière plus générale, l'équipe FDJ Suez, comment tu définis un peu le bilan de cette saison 2024 sur les classiques pour l'équipe de Stéphane Delcourt? Alors, je dirais qu'il y a eu de la malchance dès la première Flandrienne, hein, où ils perdent Cécilie Uttrup-Ludwig quasiment dès le premier secteur pavé, où elle se casse le bassin et elle se fissure une vertèbre, ce qui lui met une saison quasiment blanche derrière. Après, vraiment, le gros déclic sur les classiques, pour moi, je le situe sur le Tour des Flandres. Elles sont pas gagnantes, mais elles ont osé. Elles ont attaqué Léa Curinier, qui se fait reprendre juste avant le Quarmont, justement, par Van Androoy. Et la performance d'Amber Crack aussi à Paris-Roubaix, qui est assez énorme, où là, on a encore ce tempérament offensif. Elle fait 5e Amber Crack à la fin. Chose que tout le monde oublie. Il n'y a pas que le top 5 de Amber Crack sur Paris-Roubaix. Il y a aussi le top 10 de Marie Lenette. Oui, elle fait 9e Marie Lenette. Et tu as même Gladys Verhulst-Wild qui fait 12e. Donc, c'est-à-dire que ils en mettent 3 dans le top 15. 3 entre la 5e et la 12e place. C'est quand même solide. Et après, derrière, ça débloque, à mon avis, les esprits. T'as encore Amber Crack qui fait 8 à l'Amstel, t'as Vital Music qui de mémoire fait 4 à la Flèche, la victoire de Grace Brown, le premier monument de la FDJ Suez, qui ambitionne de tous les gagner. Après, ça déclenche derrière ce qui se passe, la Vuelta, le Giro, le Tour Femmes, avec toujours un peu cette part de malchance où Marta Cavalli se blesse avant le championnat d'Italie quand elle revenait bien, des choses comme ça. Et Vittoria Guazzini qui remporte le Samin des dames aussi. De manière générale, qu'est-ce que ça va changer, la FDJ Suez, l'arrivée de Demi Vollering? Bon, je pense que surtout au niveau des Ardennaises, avec en plus Juliette Labousse, on va avoir vraiment une densité pour aller gagner Liège-Bastogne-Liège déjà pour commencer, mais aussi la Flèche Wallonne. Derrière, une Demi Vollering est capable, elle, d'aller gagner peut-être ou de jouer la victoire sur un Tour des Flandres, si elle en a envie. Paris-Roubaix, après, c'est plus du côté de Guazzini et d'Amber Crack. Alors, Vittoria Guazzini a une aversion de Paris-Roubaix depuis la première édition où elle s'est fracturée les 2 chevilles en même temps. Non, parmi les points forts sur les Flandriennes, on espère revoir Jade Viel, qui a fait une campagne des classiques où elle a bossé pour les autres. Moi, je revois encore son attaque juste après Moulin de Vertin à Paris-Roubaix, où elle se fait reprendre pas loin de chez FP à Canfin-en-Pévèle. Il y a Elise Chabet qui vient d'arriver, qui a fait 4e à Paris-Roubaix. Et t'as une Ali Wollaston qui est encore toute jeune, qui est aussi très performante sur les classiques plates. Tour des Flandres, on peut adjoindre Vollering à ce groupe-là. Après Paris-Roubaix, c'est un peu une course à part. Et sur les Ardennaises, oui, cadré sur Vollering, Labou, musique, et peut-être encore, pourquoi pas, une Elise Chabet. Pour parler des Françaises de manière générale, on a parlé de la FDJ Suez. Qu'est-ce que toi tu penses de notamment la saison de Victoire Berthaud? Alors, on sait que Victoire Berthaud, elle n'avait pas que la route en tête sur cette saison-là. Elle est quand même, nous, on pense, le grand espoir du cyclisme français au niveau des Flandriennes notamment. Ces courses qui sont vraiment faites pour elle. À la dure, c'est une nordiste. Elle veut forcément remporter Paris-Roubaix dans sa carrière. Elle a fait 8e cette année. Elle a prolongé avec la Cofidis jusqu'en 2026. Victoire Berthaud, on en attend quoi maintenant? Et comment tu analyses sa saison-ci? Alors, Victoire Berthaud, comme tu dis, avait pas que la route en tête. Non, elle avait surtout la piste des Jeux en tête.
et cette appréhension de se blesser, de frotter sur les Flandriennes. Après, quand tu as cette appréhension-là et que tu finis maximum, ça doit être sa plus mauvaise place, ça doit être une 16e à l'Omloop, tu vois. Et dans un groupe qui arrive avec Balsamo, Norsgaard, c'est que même si tu as peur de frotter, c'est que t'arrives là, c'est que tu as du potentiel. Là, elle aura ce poids en moins. Et déjà des années d'expérience en plus. C'est pour moi, je pense qu'on partage le même avis avec toi ou avec FP, le local de Paris-Roubaix, la française qui va gagner Flandrienne. Ça va être elle la première vainqueur femme française de Paris-Roubaix. Je lui souhaite, j'aimerais voir ça. Juste un petit mot sur Cédrine Carbaol qui, en 2 mots, on en a parlé dans le podcast de bilan des Tours. Carbaol a vraiment franchi un cap cette saison. Ça s'est vu aussi sur les classiques. En fin de saison, elle remporte les Trévalées Varésines. Et puis au printemps, elle fait notamment 5e, alors bon, au Grand Prix de Chambéry, mais 16e à Liège-Bastogne-Liège sur un monument qui lui convient. Avec sa signature à l'AIF, elle est encore là dans sa progression. Elle a fait top 10 mondial cette année. C'est son ambition, c'est tout le mal qu'on lui souhaite de continuer à briller sur les grands tours et sur les classiques. Faut pas oublier qu'elle fait aussi 9e de Ploué à domicile. Je pense qu'elle peut encore progresser sur le classique. Elle était malade en début de saison. Liège, de mémoire, c'était sa reprise après avoir été malade. Non, elle va continuer à progresser. Elle va être entourée de coureurs qui marchent sur les classiques. Dans son équipe, faut pas oublier qu'on va retrouver une Alison Jackson, gagnante de Paris-Roubaix en 2022, et la championne olympique Kirsten Faulkner. Le cyclisme chez les femmes continue de progresser. On va en parler. Enfin, on a parlé de l'arrivée de Milan-San Remo, donc sur cette année 2025. C'est dans la lignée, Julien, de la reprise des courses italiennes chez les femmes par l'organisateur des courses italiennes chez les hommes, RCS, et notamment du Tour d'Italie. On s'attend à avoir un Tour de Lombardie plus tard ? C'est dans les tuyaux, ça a été plus ou moins annoncé au moment de la naissance de Milan-San Remo ou de la renaissance de la Primavera Rosa qui existait déjà auparavant. Et c'est une bonne chose qu'on ait ces courses-là au calendrier. Un Milan-San Remo, ça va forcément faire rêver. Un Tour de Lombardie, ce serait aussi d'autres coureurs au départ. Il y a de grands débats sur les réseaux et autres. Oui, Paris-Roubaix, oui, le Tour des Flandres sont des monuments. Aussi chez les femmes, même s'ils n'ont pas encore l'historique qu'elles ont. Ça va déclasser le Trophée Obinda ? Pour moi, non, dans le sens où c'est 2 courses totalement différentes. Je te parle de Milan-San Remo et du Trophée Obinda, parce qu'on a Trophée Obinda le week-end de Milan-San Remo, le lendemain de la Primavera, qui est considéré le Trophée Obinda, donc de fait, comme le Milan-San Remo féminin. Alors jusqu'à présent, oui, et cette année, ça va être décalé, sachant que le Ronde van Drenthe est supprimé du calendrier. La course est arrêtée définitivement. Donc, il y aura Milan-San Remo le week-end de Milan-San Remo et le Binda prend la place du Tour de Drenthe. Une semaine avant, entre l'Estrade Bianche et donc le Milan-San Remo de l'année prochaine. Donc, on va avoir vraiment un triptyque italien en plein cœur du mois de mars. On va avoir un bloc, c'est ça qui est bien. On parle d'écologie, de réduction des émissions de CO2. C'est bien que ça reste 3 courses de suite en Italie et ça va en faire un bloc totalement italien avec vraiment 2 courses différentes. Tout le monde parle du Binda comme le Milan-San Remo féminin, oui, par la date, mais le parcours est totalement atypique et plus un mélange de Lombardie, d'Ardennaise qu'un réel Milan-San Remo. Les 3 premiers week-ends du mois de mars, on aura tout simplement Strade, Bianche, Trophée Obinda et le Milan-San Remo en 2025. Cipressa et Poggio, forcément, j'imagine, dans le final. Bon, je suppose même obligatoire. C'est obligatoire, même peut-être Capoberta, Capomele, le troisième j'oublie à chaque fois, Servi. Alors on en parlait avec Pogacar, est-ce qu'il va pouvoir sortir dans la Cipressa et autres? Peut-être que chez les femmes ça sortira de là, ça donnerait une idée aux hommes. Je te remercie beaucoup Julien en tout cas d'avoir été avec moi sur le bilan des tours et des classiques. On se reverra là, maintenant c'est l'hiver, on est en hibernation, on est au repos et on se retrouvera dans quelques temps dans Vélo Podcast pour parler toujours encore de cyclisme chez les femmes, parce que dans Vélo Podcast, forcément on parle de tous les cyclismes, chez les hommes comme chez les femmes. Et on continue à nous écouter. Actu cyclisme féminin, on le rappelle, actucyclismeféminin.fr et non pas .com. Voilà, on va faire le copier-coller un peu à chaque fois, à chaque podcast. Actu cyclisme féminin
féminin.fr et les réseaux sociaux. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec moi. On se retrouve dans quelques jours dans Vélo Podcast. On va continuer un peu les bilans de cette fin de saison. On a parlé du tour des classiques, il y aura aussi les transferts et on va se projeter aussi sur l'année prochaine. Vélo Podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes, Instagram, Facebook, X, Twitter, et puis notre chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcast et Deezer aussi sur les plateformes de streaming. À très bientôt dans Vélo Podcast. Vive le vélo, vive le sport.